Mon partenaire commercial de 40 ans a essayé de voler mon entreprise en prétendant que j'étais trop vieux pour comprendre les pratiques commerciales modernes. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais conservé un document crucial de 1983 qui allait tout changer et lui montrer à quel point cet esprit de 71 ans était encore vif. Je m'appelle Anthony Castellano et à 71 ans, je pensais avoir vu tous les types de trahisons que le monde des affaires pouvait offrir. Je me trompais. La blessure la plus profonde est venue de la personne à qui je faisais le plus confiance, mon partenaire commercial et ami d'enfance, Marcus Wellington. L'homme avec qui j'avais bâti un empire, pierre par pierre, contrat par contrat, au cours de 4 décennies de rêves partagés et de respect mutuel. Du moins, c'est ce que je croyais, jusqu'à ce matin gris d'octobre où tout ce que je pensais savoir sur la loyauté et l'amitié s'est effondré comme du béton mal mélangé. Tout a commencé innocemment, comme ces choses commencent toujours. Marcus m'a appelé à 7h30, sa voix portait cette gaieté artificielle que j'avais appris à reconnaître comme un signal d'alarme après 40 ans de partenariat chez Wellington Castellano Construction. « Tony, nous devons parler aujourd'hui. Peux-tu venir au bureau vers 10h ?» Il y avait quelque chose dans son ton, une distance prudente qui n'était pas là la semaine précédente, quand nous avions célébré l'obtention du contrat de rénovation de l'hôtel Morrison, un projet de 12 millions d'euros qui occuperait nos équipes jusqu'à l'été prochain. Je suis arrivé à notre siège social de Lyon précisément à 10h, garant ma Mercedes à la place qui était la mienne depuis l'achat de ce bâtiment en 1987. La réceptionniste Sandra, qui était avec nous depuis 15 ans, évitait de croiser mon regard alors que je passais devant son bureau vers l'étage exécutif. Cela aurait dû être mon 2e avertissement, mais j'ai attribué son comportement au blues du lundi matin qui semblait affecter la moitié de notre personnel après les pauses de week-end. Marcus m'attendait dans son bureau, mais il n'était pas seul. Assis en face de son bureau en acazou se trouvait son fils Derek, 38 ans, MBA de Harvard, et la plus grosse erreur que nous ayons jamais faite dans nos pratiques d'embauche. Derek avait rejoint l'entreprise il y a 3 ans, ostensiblement pour aider à moderniser nos opérations et nous préparer à la transformation digitale que chaque entreprise de construction était censée subir. Ce qu'il avait réellement fait, c'était créer des divisions au sein de notre équipe de direction, remettre en question chaque décision que Marcus et moi prenions basée sur nos 4 décennies d'expérience et convaincre son père que l'entreprise avait besoin d'un leadership plus jeune pour rester compétitive. « Tony, assieds-toi », dit Marcus en désignant la chaise à côté de Derek. La formalité était choquante. Pendant 40 ans, nos réunions avaient commencé par du café, des histoires sur nos familles, des discussions sur les parties de golf du week-end. Cela ressemblait à une réunion de conseil d'administration avec des étrangers. Derek ouvrit un porte-documents en cuir et sortit plusieurs documents, les étalant sur le bureau avec la précision méthodique de quelqu'un qui avait répété ce moment. « Anthony, nous devons discuter de l'orientation future de Wellington Castellano Construction. L'industrie de la construction change rapidement et nous devons prendre des décisions difficiles concernant la structure de leadership. » J'ai regardé Marcus, attendant qu'il arrête les absurdités corporate que son fils était censé présenter. Mais Marcus étudiait ses mains, évitant le contact visuel. C'est alors que j'ai réalisé que ce n'était pas l'initiative de Derek. C'était une intervention planifiée et mon partenaire de 40 ans participait activement à l'embuscade qu'ils avaient préparée. « Quel genre de décision ?» demandai-je, gardant ma voix calme malgré l'alarme croissante dans ma poitrine. Derek se pencha vers l'avant, son expression passant à ce qu'il pensait probablement être de la compréhension sympathique. L'industrie de la construction devient de plus en plus axée sur la technologie. Nos clients s'attendent à une gestion de projet digitale, un suivi des coûts en temps réel et des solutions de chaîne d'approvisionnement intégrées, et des pratiques de construction durable qui nécessitent des connaissances spécialisées. Nous avons besoin d'un leadership qui comprend ces exigences modernes. J'avais déjà entendu ce discours. Des variations de celui-ci pendant la première année de Derek dans l'entreprise, quand il avait essayé de nous convaincre de dépenser 300 000 € sur un logiciel de gestion de projet qui aurait remplacé des systèmes qui fonctionnaient parfaitement depuis des années. Marcus et moi avions poliment décliné, en expliquant que nos clients nous embauchaient parce que nous livrions les projets dans les temps et en dessous du budget, pas parce que nous avions la dernière technologie.
Et tu penses que je ne comprends pas les exigences modernes ? Demandai-je. Anthony, s'il te plaît, ne le prends pas personnellement. Marcus parla enfin, sa voix portait cette qualité répétée qui suggérait qu'ils avaient pratiqué cette conversation. Tu as 71 ans. Tu as donné à cette entreprise 40 ans de service incroyables et tu mérites de profiter de la retraite sans le stress de s'adapter à une industrie qui change plus vite que n'importe lequel d'entre nous l'avait anticipé. Retraite. Le mot s'effraya dans l'air comme la poussière d'un bâtiment démoli. Je fixai mon partenaire, l'homme qui avait été témoin à mon mariage, qui avait tenu ma main pendant les funérailles de ma femme il y a 5 ans, qui avait célébré chaque contrat majeur et compati pour chaque revers que nous avions rencontré ensemble. Je ne suis pas prêt à la retraite, Marcus. Nous venons d'obtenir le projet Morrison. Le développement Riverside entre dans la phase 2. Nous avons plus de travail que nous n'en avons eu depuis des années. Derek se pencha vers l'avant, son expression passant à ce qu'il pensait probablement être de la compréhension sympathique. Ces projets nécessitent des approches de gestion modernes qui, franchement, quelqu'un de votre génération pourrait trouver difficile à adapter. Le seul projet Morrison implique l'approvisionnement de matériaux durables, les exigences de certification LEED et les systèmes de surveillance digitaux intégrés. J'ai géré des projets de construction avant que ta mère ne te mette au monde. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien, quand ton père et moi avons commencé avec un camion et un rêve partagé. Je pense que je peux gérer quelles que soient les exigences du projet Morrison. Le pouvez-vous ? La question de Derek était directe, presque agressive. Quand avez-vous utilisé notre logiciel de gestion de projet pour la dernière fois ? Comprenez-vous les réglementations de conformité environnementale qui sont entrées en vigueur l'année dernière ? Êtes-vous familier avec les nouveaux systèmes de surveillance de sécurité que l'inspection du travail exige pour les projets de plus de 10 millions d'euros ? Chaque question était conçue pour exposer les lacunes dans mes connaissances techniques et Derek avait soigneusement choisi ces exemples. Je pouvais gérer n'importe quel projet de construction grâce à l'expérience et aux connaissances pratiques, mais je n'avais pas pris la peine d'apprendre les programmes logiciels spécifiques sur lesquels Derek avait insisté pour implémenter. La conformité environnementale et la surveillance de sécurité avaient toujours été gérées par nos spécialistes, pas par les cadres. Marcus s'éclaircit la gorge, un son qui avait précédé des annonces importantes pendant 40 ans. « Tony, nous avons préparé une offre que nous pensons être juste. Derek a analysé l'évaluation de notre entreprise et nous sommes prêts à racheter ta participation de 50% pour 2,8 millions d'euros. » Le chiffre me frappa comme un coup physique. Notre entreprise valait au moins 20 millions d'euros en actifs seuls. Le contrat Morrison générerait 12 millions d'euros de revenus au cours des 18 prochains mois. Notre cours de machine abritait des équipements d'une valeur de 8 millions d'euros. Le bâtiment dans lequel nous étions assis était évalué à 3,2 millions d'euros. Il m'offrait environ 14 centimes pour chaque euro que ma moitié de l'entreprise valait réellement. 2,8 millions, parvins-je à dire. Derek hocha la tête avec enthousiasme, comme s'il me présentait un cadeau généreux. C'est une évaluation de marché équitable basée sur les conditions actuelles de l'industrie et les performances projetées. De plus, vous seriez libéré de toutes les responsabilités opérationnelles et de l'exposition à la labilité. À votre âge, cette tranquillité d'esprit vaut probablement plus d'argent supplémentaire. À votre âge. La phrase devenait un refrain, une façon polie de suggérer que j'étais trop vieux pour contribuer de manière significative à l'entreprise que j'avais passé 4 décennies à construire. Je regardais autour du bureau de Marcus, voyant des photos encadrées de projets que nous avions terminés ensemble. La rénovation du club de golf de Lyon qui avait établi notre réputation pour le travail de luxe, le développement résidentiel Harbour Point qui nous avait rendus millionnaires, l'extension de l'hôpital Sainte-Catherine qui nous avait valu le prix d'excellence de la construction du Rhône 3 années consécutives. « Que se passe-t-il si je refuse l'offre ?» demandai-je. Marcus et Derek échangèrent des regards, un autre moment répété dans leur présentation soigneusement chorégraphiée. Marcus parla en premier. « Tony, j'espère que ça n'en arrivera pas là. Nous avons été amis pendant la majeure partie de nos vies. Je veux que cette transition soit fluide et respectueuse. Mais si je refuse… » Derek ouvrit un autre dossier révélant des documents que je reconnus comme des statuts d'entreprise et des accords de partenariat. Notre accord de partenariat inclut des provisions pour résoudre les disputes concernant la direction de l'entreprise. Si vous ne pouvez pas vous adapter aux exigences opérationnelles que nos contrats demandent, le conseil d'administration a l'autorité de restructurer les responsabilités exécutives. Conseil d'administration.
Nous avions créé ce conseil il y a 10 ans pour des raisons fiscales et de l'habilité, sans jamais imaginer qu'il deviendrait qu'une arme utilisée contre un des fondateurs de l'entreprise. Le conseil consistait en 5 membres, Marcus, Derek, moi-même, notre avocat d'entreprise James Morrison et notre comptable Patricia Chen. Dans un conflit entre Marcus et moi, le résultat dépendrait de la façon dont Derek influencerait les 3 autres. « Tu as déjà parlé à Morrison et Chen ?» dis-je, en lisant la confiance dans l'expression de Derek. « Nous avons discuté de la situation, » admit Marcus. « James et Patricia sont d'accord que l'entreprise a besoin d'une direction de leadership plus claire, surtout étant donné la complexité de nos projets actuels. » J'étais systématiquement isolé, entouré par des gens qui avaient décidé que mes contributions n'étaient plus valeureuses. La réalisation était dévastatrice, non pas à cause des implications financières, mais parce qu'elle représentait la destruction complète des relations que j'avais crues incassables. « J'ai besoin de temps pour considérer votre offre, » dis-je en me levant de la chaise. « Bien sûr, » répondit Marcus. « Prends tout le temps que tu as besoin. Mais, Tony, s'il te plaît, comprends que cette décision n'est pas personnelle. Il s'agit de positionner l'entreprise pour un succès à long terme. » Je suis sorti du bureau me sentant plus vieux que mes 71 ans, mais ressentant aussi quelque chose qui m'a surpris, une colère froide et calculatrice que je n'avais pas ressentie depuis mes jours à damer au Vietnam. Ils pensaient que je pouvais me manipuler pour accepter leur offre insultante parce que j'étais trop vieux pour riposter. Ils avaient oublié que l'âge n'apporte pas seulement des limitations physiques, mais aussi de la ruse, la patience et le genre de pensée stratégique qui vient de survivre à 7 décennies de défis. Le trajet vers ma maison de Lyon a pris 20 minutes, mais j'ai utilisé ce temps pour commencer à formuler une réponse qui rappellerait à Marcus et à son fils ambitieux exactement avec qui ils avaient affaire. Anthony Castellano n'avait pas construit une entreprise de construction multimillionnaire en acceptant gracieusement les défaites. J'avais réussi en déjouant les concurrents, en trouvant des avantages que d'autres rataient, et en ne sous-estimant jamais la valeur de la préparation et de la patience. Ma maison se dresse sur 2 hectares surveillant le Rhône, une maison de style colonial que ma femme Elena et moi avions achetée en 1992, quand le succès de l'entreprise nous permettait pour la première fois de nous offrir le luxe. Elena était morte il y a 5 ans, après une brève bataille contre le cancer, me laissant seul dans des chambres qui résonnaient autrefois de son rire et des voix de nos enfants pendant les rassemblements de fête. Mon fils Michael vivait en Californie avec sa famille, il nous rendait visite 2 fois par an et appelait chaque dimanche avec des nouvelles de son entreprise de conseil en logiciel et ses 3 enfants. Ma fille, Sarah, vivait à Marseille où elle travaillait comme infirmière pédiatrique et appelait 2 fois par semaine pour m'inquérir de ma santé et me rappeler de bien manger. Les 2 enfants avaient occasionnellement suggéré que je considère la retraite, mais leurs suggestions venaient de l'amour et de la préoccupation pour mon bien-être, pas de tentative calculée de voler l'œuvre de ma vie. Ils voulaient que je sois heureux et en bonne santé, pas vulnérable et financièrement dépendant. Je me suis versé 3 doigts de Macallan 18, un rituel qu'Elena et moi partagions chaque soir avant le dîner, et me suis assis dans mon bureau, entouré de 40 ans de souvenirs, de récompenses et de documentation de Wellington Castellano Construction. Les murs portaient des photographies encadrées de cérémonies de pose de première pierre, de coupures de ruban et de dîners de célébration marquant les achèvements de projets majeurs. Mais c'était le classeur dans le coin, celui qu'Elena me taquinait toujours parce que je refusais de jeter les vieux papiers, qui contenait la clé de ma réponse à la tentative de coup d'État de Marcus et Derek. J'ai ouvert le tiroir du bas et sorti un dossier marqué « Accord de partenariat original 1983 », un document que j'avais gardé malgré les recommandations de notre avocat de jeter la paperasserie obsolète après chaque révision d'accord. L'accord de partenariat sur lequel Marcus et Derek s'appuyaient pour leur autorité de conseil avait été révisé 4 fois au cours des décennies, le plus récemment en 2019, quand Derek avait rejoint l'entreprise et nous avions restructuré notre gouvernance d'entreprise. Mais il y avait quelque chose dans cet accord original de 1983 que les révisions ultérieures n'avaient jamais explicitement abordé, une clause qu'Elena avait suggérée quand nous avions d'abord formalisé notre partenariat avec Marcus. Elena avait été comptable avant notre mariage, avec un œil aiguisé pour les détails légaux qui pourraient devenir importants des années plus tard. Elle avait insisté pour que notre accord de partenariat original inclue une clause de protection des fondateurs, qui empêcherait l'un ou l'autre partenaire original d'être retiré involontairement de la gestion active sans juste cause liée à l'activité criminelle, l'incapacité mentale ou la négligence grave résultant en pertes financières significatives. La clause avait semblé inutile en 1983, quand Marcus et moi étions de jeunes hommes construisant une entreprise basée sur la confiance mutuelle et l'ambition partagée. Mais Elena avait été catégorique. « Tony, les partenariats d'affaires sont comme les mariages », avait-elle dit.
Tu ne penses jamais avoir besoin d'un contrat prénuptial jusqu'à ce que les circonstances changent et que tu découvres que l'amour ne survit pas toujours à la pression financière ou à l'ambition personnelle. J'ai passé les 2 heures suivantes à réviser chaque révision de notre accord de partenariat, traçant comment les versions ultérieures avaient modifié diverses clauses, mais n'avaient jamais explicitement abrogé la disposition de protection des fondateurs. Nos avocats avaient supposé que les nouvelles versions remplaçaient automatiquement les anciennes clauses, mais le droit des contrats ne fonctionne pas ainsi quand des dispositions spécifiques ne sont pas directement abordées dans les accords ultérieurs. Si j'interprétais correctement le langage juridique, l'autorité du Conseil de Derek était limitée par la clause de protection des fondateurs, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas me forcer à partir sans prouver une juste cause par un processus légal formel. De plus, toute tentative de diluer mon autorité ou de réduire mon contrôle opérationnel sans mon consentement constituerait une violation des termes de partenariat originaux, annulant potentiellement toute la structure d'entreprise et revertant la propriété à la division 50-50 originale entre Marcus et moi. C'était une technicité légale qui pouvait arrêter leur tentative de prise de contrôle, mais c'était aussi une option nucléaire qui détruirait probablement notre amitié et forcerait une bataille publique qui endommagerait la réputation de l'entreprise. Une partie de moi espérait que Marcus reviendrait à la raison et réaliserait que Derek le manipulait pour trahir 40 ans de partenariat et d'amitié. Mais une autre partie de moi, la partie qui avait été humiliée et rejetée comme trop vieux pour contribuer à ma propre entreprise, voulait leur montrer exactement à quel point il était dangereux de sous-estimer quelqu'un avec 40 décennies d'expérience commerciale et un désir brûlant de justice. J'ai appelé notre avocat original, Harold Brennan, qui nous avait aidés à établir le partenariat en 1983 et était resté notre conseil légal personnel même après que nous avions commencé à utiliser Morrison & Associates pour les affaires corporatives. Harold avait 81 ans, officiellement retraité, mais encore assez vif pour fournir des aperçus sur les stratégies juridiques que de jeunes avocats pourraient manquer. Anthony. La voix de Harold portait la chaleur de 4 décennies d'amitié et de collaboration professionnelle. Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis des mois. Comment allez-vous ? J'ai expliqué la situation, lui lisant des portions relevant des accords de partenariat originaux et actuels. Harold a écouté sans interruption, demandant occasionnellement des clarifications sur des clauses spécifiques ou des décisions d'entreprise récentes. Tony, c'est intéressant. La clause de protection des fondateurs était l'idée d'Elena, n'est-ce pas ? Elle avait toujours d'excellents instincts pour les complications légales qui pourraient devenir importantes des années plus tard. Pouvons-nous l'utiliser pour arrêter ce qu'il tente de faire ? Potentiellement, oui, mais tu dois comprendre les implications. Si tu invoques la clause de protection des fondateurs, tu remettras en question la validité de 4 révisions d'accords ultérieurs. Cela pourrait créer un chaos légal qui ne bénéficie à personne, y compris à toi. Les cours n'aiment pas les disputes de partenariat et les juges tentent à encourager les règlements plutôt que les litiges. Que recommandez-vous ? Je crois qu'avant de considérer une action légale, tu devrais donner à Marcus une opportunité de reconsidérer sa position. Il reçoit peut-être de mauvais conseils de son fils ou il se sent peut-être pressé de prendre des décisions qu'il ne soutient pas complètement. 40 ans d'amitié méritent au moins une conversation honnête avant que nous commencions à déposer des motions. Et s'il ne reconsidère pas ? Alors nous lui rappellerons que sous-estimer Anthony Castellano a toujours été une erreur coûteuse. J'ai raccroché me sentant mieux que depuis ma sortie du bureau de Marcus ce matin-là. J'avais des options, j'avais des protections légales dont il ne savait rien, et j'avais quelque chose que le MBA de Harvard de Derek ne lui avait pas appris à valoriser. La patience et la ruse qui viennent de 70 décennies de survie au défi, en déjouant les adversaires qui supposaient que l'âge m'y voyait. Le lendemain matin, je me suis rendu au siège plus tôt que d'habitude, en arrivant à 6h30 quand le bâtiment était vide, sauf pour la sécurité et les équipes de nettoyage. J'ai utilisé ma carte d'accès exécutif pour accéder au bâtiment et me suis dirigé vers le bureau des archives corporatives, où nous maintenions des copies physiques de tous les accords de partenariat, résolutions de conseil et documents de contrat majeurs. J'ai passé 2 heures à photographier chaque document relevant, créant un registre digital complet qui soutiendrait ma position légale si les circonstances nécessitaient une action formelle. J'ai aussi révisé nos dossiers de projets currents, archives de payroll et déclarations financières, rassemblant des preuves ancrées de mon implication active continue dans les opérations de l'entreprise malgré les affirmations de Derek sur mon obsolescence.
À 8h30, j'avais assemblé un tableau complet de mes contributions aux opérations actuelles de l'entreprise. Une documentation qui démolissait l'argument de Derek sur mon incapacité à gérer des projets modernes. J'étais encore en train de photographier des documents quand Sandra arriva et me trouva dans le bureau des archives. « Monsieur Castellano, vous êtes là tôt ?» dit-elle, sa voix portant la même tension inconfortable que j'avais remarquée la veille. « Je rattrape juste quelques paperasseries, Sandra. Depuis combien de temps êtes-vous avec nous maintenant? 15 ans? 16 le mois prochain. » Elle hésita, voulant clairement dire quelque chose, mais incertaine de la pertinence. « Monsieur Castellano, j'espère que tout va bien. Il y a eu des rumeurs concernant des changements dans la direction de l'entreprise. » Rumeurs. Cela confirmait ce que j'avais suspecté. Derek et Marcus avaient discuté de leur plan avec d'autres personnes, préparant probablement le personnel avant même de m'avoir présenté leur offre. C'était une autre indication de la minutie avec laquelle ils avaient planifié cette embuscade. « Quel genre de rumeurs, Sandra ? » Les gens disent que vous pourriez prendre votre retraite bientôt, que M. Derek va prendre en charge les opérations quotidiennes. Certains chefs de projet s'inquiètent de la sécurité de l'emploi s'il y a des changements majeurs. Intéressant. La réputation de Derek parmi notre personnel opérationnel n'était pas aussi positive qu'ils le croyaient probablement. Les ouvriers du bâtiment et les chefs de projet respectent la compétence et l'expérience plus que les qualifications académiques, et Derek n'avait jamais démontré la connaissance pratique qui gagne la confiance sur les chantiers. Sandra, je veux que vous sachiez que je n'ai pas l'intention de prendre ma retraite de sitôt. Quels que soient les changements qui pourraient survenir dans la direction de l'entreprise, je m'assurerai que nos employés sont protégés. Elle sourit avec un soulagement évident. « Merci, Monsieur Castellano. Vous et Monsieur Marcus avez construit quelque chose de spécial ici, et beaucoup d'entre nous espèrent que cela restera ainsi. » J'ai quitté le bureau à 9h15, avant l'arrivée de Marcus et Derek, avec une carte mémoire pleine de documentation et un sentiment croissant de confiance dans ma position stratégique. Ils avaient fait plusieurs erreurs cruciales dans leur planification. Ils avaient sous-estimé mes protections légales, surestimé leur soutien parmi les employés de l'entreprise et n'avaient pas considéré comment ma documentation systématique des opérations de l'entreprise contredirait leurs affirmations sur mes capacités. Mais plus important, ils avaient oublié que Anthony Castellano avait passé 4 décennies à réussir dans une industrie brutalement compétitive en étant plus préparé, plus patient et plus rusé que les adversaires qui le sous-estimaient à cause de l'âge, du background ou des suppositions sur ses capacités. Cet après-midi-là, j'ai appelé Marcus et lui ai demandé de me rencontrer pour dîner chez Giuseppe Pise, le restaurant italien où nous avions célébré chaque signature de contrat majeur pendant les 20 dernières années. Je voulais que cette conversation se déroule sur un terrain neutre, loin de l'influence de Derek, dans un lieu qui abritait 4 décennies de souvenirs partagés. Marcus est arrivé premier, l'air incommode et évitant le contact visuel alors que l'hôtesse nous installait à notre table habituelle dans le box du coin. Il a commandé son Chianti habituel, mais ses mains tremblaient légèrement alors qu'il atteignait le verre de vin. « Tony, je suis content que tu appelais. J'ai pensé à notre conversation d'hier et je veux que tu saches que ce n'est pas facile pour moi. Alors, pourquoi le fais-tu? Nous avons été partenaires pendant 40 ans. Nous avons construit quelque chose d'incroyable ensemble. Pourquoi tu laisses Derek te convaincre de détruire cela ?» Marcus fixa son verre de vin, sa voix à peine audible quand il répondit finalement. « Parce que j'ai peur, Tony. J'ai 73 ans et je ne comprends pas la moitié de ce que nos clients demandent de nos jours. Derek parle leur langue d'une façon que nous n'avons jamais apprise. Peut-être sommes-nous trop envieux pour cette affaire. » L'admission était déchirante parce qu'elle révélait à quel point Derek avait manipulé la confiance de son père. Marcus Wellington avait été l'un des hommes d'affaires les plus vifs que j'ai jamais connus, capable de lire les clients, négocier des contrats complexes et gérer des projets de millions d'euros avec une habileté intuitive qu'aucun programme de MBA ne pouvait enseigner. Derek avait systématiquement miné cette confiance, convainquant son père que l'expérience et la sagesse étaient des passifs plutôt que des atouts. Marcus, nous venons d'obtenir le contrat Morrison en faisant exactement ce que nous avons toujours fait, comprendre ce dont le client a réellement besoin et délivrer des résultats supérieurs à des prix compétitifs. Cela ne nécessite pas de nouvelles technologies ou un leadership plus jeune, cela nécessite le genre de jugement qui vient de 4 décennies de succès. Mais Derek dit beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que Derek a réellement accompli? Quel projet a-t-il géré avec succès? Quel client a-t-il amené à l'entreprise? Quel problème a-t-il résolu que nous n'aurions pas pu gérer nous-mêmes? Marcus leva les yeux de son verre de vin, rencontrant mes yeux pour la première fois depuis que nous étions assis à notre table. Il y avait de la confusion là et du doute, comme s'il questionnait des assumptions qui semblaient certaines hier. Derek a l'éducation et les connaissances techniques que la construction moderne exige, dit Marcus.
mais sa voix manquait de conviction. « Marcus, nous avons construit une entreprise multimillionnaire sans MBA ou connaissances techniques. Nous avons réussi parce que nous comprenions les gens, parce que nous délivrions ce que nous promettions et parce que nous nous adaptions à chaque défi que l'industrie présentait. Ces qualités ne deviennent pas obsolètes quand on atteint 70 ans. » Je me suis penché en avant, parlant avec l'intensité de quelqu'un qui se battait pour 40 décennies d'amitié et de partenariat. Derek utilise ton amour pour lui et tes préoccupations sur le vieillissement pour te manipuler pour qu'il lui donne quelque chose qu'il n'a pas mérité. Il ne sait pas de moderniser notre entreprise, il essaye de la voler. Marcus fut silencieux pendant plusieurs minutes, traitant ce que j'avais dit. Quand il parla finalement, sa voix portait le poids de quelqu'un qui reconsidérait des assumptions fondamentales. « Tony, que me demandes-tu de faire ? Derek est mon fils. Je veux qu'il succède. Je te demande de te rappeler qui nous sommes et ce que nous avons construit ensemble. Si Derek veut des opportunités dans cette industrie, qu'il les mérite, comme nous l'avons fait, en commençant petit, apprenant le métier de bas en haut et se prouvant par les résultats. Ne lui donne pas l'œuvre de notre vie comme un héritage qu'il n'a pas mérité. » Nous avons fini notre repas dans un silence contemplatif, reconnaissant tous les deux que notre conversation avait changé la dynamique de ce que Derek avait planifié. Marcus quitta le restaurant en promettant de reconsidérer la situation, mais je pouvais voir de l'incertitude dans ses yeux, le genre de doute qui vient de réaliser que les solutions simples aux problèmes complexes ne sont généralement pas simples du tout. Je suis rentré chez moi sachant que j'avais planté des graines de doute sur les motifs de Derek, mais sachant aussi qu'une conversation n'était pas suffisante pour contrer des mois de manipulation. Derek riposterait quand il réaliserait que son père vacillait, et sa contre-attaque serait probablement plus agressive que son approche initiale. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon bureau avec l'accord de partenariat originel, relisant la clause de protection des fondateurs d'Elena une fois de plus. Elle avait eu raison sur l'importance des protections légales dans les partenariats d'affaires. Elle avait aussi eu raison sur quelque chose d'autre qu'elle avait l'habitude de dire. « Tony, les adversaires les plus dangereux sont ceux qui sous-estiment ton intelligence et supposent que l'âge te rend faible. Ces gens révèlent toujours leurs plans trop tôt et se laissent vulnérables aux contre-attaques qu'ils ne voient jamais venir. » Derek avait révélé ses plans, montré ses stratégies et démontré exactement comment il comptait voler l'œuvre de ma vie. Il était maintenant temps de montrer ce qu'un vrai stratège pouvait accomplir quand il était correctement motivé. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de James Morrison, notre avocat d'entreprise, demandant une réunion pour discuter d'options de restructuration de partenariat. Son ton était soigneusement neutre, mais le timing n'était pas une coïncidence. Derek mobilisait clairement son soutien parmi nos membres du conseil, leur présentant probablement les mêmes arguments sur le vieillissement et l'obsolescence qu'il avait utilisés sur son père. J'ai accepté de rencontrer Morrison cet après-midi-là, mais j'ai d'abord appelé Harold Brennan et lui ai demandé d'assister à la réunion comme mon conseil personnel. Si Derek voulait transformer cela en une confrontation légale formelle, je m'assurais d'avoir une représentation qui comprenait à la fois l'histoire de notre partenariat et les implications stratégiques de la clause de protection des fondateurs. La réunion a eu lieu dans la salle de conférence de Morrison, un environnement stérile conçu pour intimider les clients afin qu'ils acceptent quels que soient les conseils juridiques qu'ils payaient. Morrison avait préparé une présentation décrivant divers scénarios de restructuration qui aborderaient ce qu'il appelait les préoccupations de planification successorale et les exigences d'efficacité opérationnelle. Chaque scénario impliquait la réduction de mon rôle dans les opérations de l'entreprise tout en augmentant l'autorité et la compensation de Derek. Le langage était soigneusement conçu pour sembler raisonnable et prospectif, mais l'objectif ultime était évident, légitimer le transfert de pouvoir que Derek orchestrait. Harold écouta la présentation de Morrison sans interruption, prenant occasionnellement des notes, mais ne donnant aucune indication de ses pensées sur les changements proposés. Quand Morrison termina sa présentation, Harold ouvrit sa mallette et sortit des copies de notre accord de partenariat originel. « James, c'est intéressant, » dit Harold, dans le ton désinvolté trompeur dont je me rappelais de décennies de négociations légales. « Vous proposez des changements significatifs à l'autorité opérationnelle d'Anthony, mais je ne vois aucune référence à la clause de protection des fondateurs, qui était incluse dans l'accord de partenariat originel. » L'expression de Morrison passa de la confiance professionnelle à la confusion. « Je ne suis pas familier avec cette clause, Harold. Nos documents de travail sont basés sur la révision d'accord de 2019. Bien sûr, mais la clause de protection des fondateurs n'a jamais été explicitement abrogée dans les révisions ultérieures, ce qui signifie qu'elle reste légalement bindante sous la loi de partenariat française. »
Harold distribua des copies des pages pertinentes à tout le monde dans la pièce. Cette clause interdit spécifiquement les changements involontaires à l'autorité opérationnelle de l'un ou l'autre partenaire fondateur, sans juste cause liée à l'activité criminelle, l'incapacité mentale ou la négligence grave résultant de pertes financières significatives. Morrison passa quelques minutes à lire la clause, son expression devenant de plus en plus préoccupée alors qu'il reconnaissait les implications légales que Harold avait présentées. « J'aurais besoin de temps pour rechercher cela minutieusement. Cela pourrait significativement impacter notre approche recommandée pour la planification successorale. » Harold sourit avec la satisfaction de quelqu'un qui venait de jouer une carte gagnante que ses adversaires n'avaient pas vu venir. « Bien sûr, James. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Mais je pense que vous trouverez que la position d'Anthony est considérablement plus forte que quiconque l'avait réalisée. » Nous sommes sortis du bureau de Morrison avec l'élan légal clairement déplacé dans ma faveur. Mais je savais que Derek n'accepterait pas ce revers gracieusement. Son prochain mouvement serait probablement plus agressif, plus personnel et potentiellement plus dangereux pour tous les impliqués. Ce soir-là, Derek m'a appelé directement pour la première fois depuis qu'il avait rejoint l'entreprise. Sa voix portait une colère à peine contrôlée quand il parla. « Anthony, je comprends que vous avez fait des recherches sur d'anciens accords de partenariat avec Harold Brennan. Je pense que nous devons avoir une conversation sur ce que vous essayez d'accomplir. » J'essaie de protéger mes droits en tant que partenaire fondateur, Derek. Vos plans de restructuration ignorent les protections légales qui sont en place depuis 40 ans. Ces protections n'ont jamais été destinées à empêcher la planification successorale naturelle. Vous utilisez des technicités pour obstruer un progrès qui profite à tout le monde, y compris à vous-même. J'utilise les droits légaux que votre père et moi avons établis quand nous avons construit cette entreprise. Si vous voulez l'autorité dans cette affaire, méritez-la par la performance, pas par la manipulation des votes du Conseil et des échappatoires légales. La voix de Derek devint plus froide, plus calculatrice. Anthony, j'ai essayé de gérer cette situation avec respect à cause de votre histoire avec mon père. Mais si vous forcez une confrontation légale, vous pourriez ne pas aimer le résultat. Les défis de compétences liés à l'âge peuvent être très désagréables pour tous les impliqués. La menace était indéniable. Si je continuais à résister à sa tentative de prise de contrôle, Derek était prêt à questionner ma compétence mentale, probablement soutenu par des exemples soigneusement sélectionnés d'erreurs ou de confusions liées à l'âge. C'était une stratégie vicieuse qui m'humilierait personnellement tout en légitimant ses affirmations sur le besoin d'un leadership plus jeune. J'utilise les droits légaux que votre père et moi avons établis quand nous avons construit cette entreprise. Si vous voulez l'autorité dans cette affaire, méritez-la par la performance, pas par la manipulation des votes du Conseil et des échappatoires légales. J'ai raccroché, sachant que Derek venait d'escalader notre conflit au-delà de la possibilité d'une résolution pacifique. Il était prêt à détruire ma réputation et ma dignité personnelle pour voler mon entreprise, ce qui signifiait que je devais être également prêt à me défendre par quelque méthode qui soit nécessaire. Mais Derek avait fait une autre erreur cruciale en me menaçant directement. Il avait confirmé que tout cela ne concernait pas la modernisation de l'entreprise ou la planification successorale. Il s'agissait de cupidité, d'ambition et du genre d'impitoyable qui détruit les familles et les amitiés. Helena avait l'habitude de dire que l'on pouvait juger le caractère de quelqu'un par la façon dont il traitait les gens qui ne pouvaient pas se défendre. La menace de Derek d'utiliser des défis de compétences liés à l'âge révélait exactement quel genre de personne il était vraiment. Quelqu'un qui exploiterait les vulnérabilités de son adversaire, sans égard pour la dignité, l'amitié ou les relations familiales. L'appel téléphonique avec Derek avait franchi une ligne qui ne pouvait pas être annulée. Sa menace d'utiliser des défis de compétences liés à l'âge révélait la vraie nature de son caractère et confirmait ce que j'avais commencé à soupçonner. Il ne s'agissait pas de moderniser l'entreprise ou de se préparer à la succession. Il s'agissait d'un jeune homme calculateur et ambitieux qui était prêt à détruire tout ce que son père et moi avions construit pour voler ce qu'il n'avait pas mérité. Cette nuit-là, je suis resté dans mon bureau jusqu'à 2 heures du matin, non pas à ruminer sur les menaces de Derek, mais à planifier quelque chose qui démontrerait à quel point il était dangereux de sous-estimer Anthony Castellano. Helena
avait l'habitude de me dire que ma plus grande force n'était pas mon expertise en construction ou mon sens des affaires, c'était ma capacité à voir 10 coups d'avance pendant que mes adversaires planifiaient encore leur prochain pas. Derek avait révélé toute sa stratégie, m'avait offert toutes ses armes et m'avait donné le temps de préparer une réponse qui le laisserait complètement sans défense. Au matin, j'avais développé un plan qui accomplirait 3 objectifs. Protéger ma position légale, exposer l'incompétence de Derek à tous ceux qui comptaient, et rappeler à Marcus pourquoi notre partenariat avait réussi pendant 40 ans. Cela nécessiterait de la patience, un timing précis et le genre de pensée stratégique que le MBA d'Harvard de Derek ne lui avait pas appris à reconnaître ou à contrer. J'ai commencé en appelant Patricia Chen, notre comptable d'entreprise et membre du conseil, demandant une réunion privée pour discuter de ce que j'ai appelé des préoccupations concernant des irrégularités financières dans la gestion de projets récentes. Patricia gérait nos livres depuis 12 ans, assez longtemps pour comprendre la différence entre les dépenses opérationnelles normales et les décisions financières douteuses. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau du centre de Lyon, un lieu neutre où elle se sentirait à l'aise de parler librement des affaires de l'entreprise. Patricia était une femme méthodique dans la cinquantaine, quelqu'un qui approchait les relations commerciales avec prudence professionnelle et évitait de prendre parti dans les conflits de personnalité. « Anthony, quel genre d'irrégularité vous préoccupe ?» demanda-t-elle, ouvrant un bloc-notes pour documenter notre conversation. Je sortis un dossier contenant des copies de rapports de dépenses et de modifications budgétaires que Derek avait autorisés au cours des 6 derniers mois. « Patricia, j'ai révisé les dépenses de projet pour nos contrats actuels et je vois des dépassements de coûts et des paiements de fournisseurs qui ne s'alignent pas avec les procédures établies. » Elle étudia les documents que j'avais fournis, son expression devenant de plus en plus préoccupée alors qu'elle reconnaissait des modèles qui violaient les contrôles financiers que nous avions établis des années auparavant. Derek avait autorisé des dépenses sans procédure d'approbation appropriée, approuvé des contrats de fournisseurs sans appel d'offres compétitifs et modifié des budgets de projet sans supervision du conseil. « Patricia, certaines de ces dépenses sont discutables, mais elles pourraient avoir des explications raisonnables. Avez-vous discuté de ces préoccupations directement avec Derek ?» Derek a pris des décisions qui contournent les procédures d'approbation que Marcus et moi avons établies. Plus important, il l'a fait tout en argumentant que nous sommes trop vieux pour comprendre les pratiques commerciales modernes. S'il ne peut pas suivre les contrôles financiers de base, comment peut-il prétendre à une expertise de gestion supérieure ? Patricia passa 20 minutes à réviser les documents, prenant des notes sur des dépenses spécifiques qui ne pouvaient pas être facilement justifiées par les exigences normales de projet. Son background comptable la rendait particulièrement sensible aux modèles qui suggéraient soit l'incompétence, soit la manipulation financière délibérée. Anthony, je pense que ces préoccupations justifient qu'une investigation plus approfondie. En tant que membre du conseil, j'ai une responsabilité fiduciaire d'assurer que les ressources de l'entreprise sont gérées correctement. Vous vous opposeriez à ce que je conduise un audit plus complet des dépenses autorisées de Derek ? Patricia, c'est exactement ce que j'espérais que vous suggéreriez. Nos actionnaires et employés méritent de savoir que les ressources de l'entreprise sont gérées de manière responsable, indépendamment de qui prend les décisions. J'ai quitté le bureau de Patricia, sachant qu'elle découvrirait des irrégularités financières additionnelles alors qu'elle conduirait une investigation plus profonde. Derek avait été négligent avec ses autorisations de dépenses, supposant probablement que personne ne questionnerait les décisions prises par le futur propriétaire de l'entreprise. Son arrogance avait créé une trace papier qui serait difficile à expliquer ou à défendre. Mon prochain appel fut à Michel Dubois, notre chef de projet le plus expérimenté et quelqu'un dont le jugement était respecté dans toute l'industrie de la construction. Michel était avec Wellington Castellano depuis 18 ans, gérant certains de nos projets les plus complexes, et son opinion avait du poids auprès des employés et des clients. « Michel, j'ai besoin de votre évaluation honnête de la performance de Derek sur les projets qu'il a gérés. Entre nous, juste. » Michel fut silencieux pendant quelques secondes, considérant probablement les implications politiques de critiquer le fils du patron. Quand il parla finalement, sa voix portait la diplomatie prudente de quelqu'un naviguant dans des dynamiques de lieux de travail dangereuses. « Anthony, Derek est intelligent et il a de bonnes idées sur l'intégration technologique. Mais il n'a pas l'expérience pratique pour gérer des projets complexes sans supervision constante. J'ai couvert des erreurs qui auraient pu nous coûter de l'argent sérieux avec les clients. Quel genre d'erreurs ? Des erreurs de planification qui auraient retardé les dates d'achèvement, des commandes de matériaux qui ne tenaient pas compte de la logistique de livraison, des estimations de coûts qui ignoraient les fluctuations de prix saisonnières. Le genre de choses qu'on apprend par l'expérience, pas dans les manuels. L'évaluation de Michel confirmait ce que j'avais suspecté.
Les connaissances théoriques de Derek ne se traduisaient pas en compétences pratiques, et le personnel expérimenté gérait silencieusement autour de ces déficiences pour protéger les résultats des projets. Michel, si Derek recevait un contrôle opérationnel complet, qu'arrive-t-il à nos capacités de gestion de projet? Honnêtement, nous perdrions probablement des clients dans 6 mois. Derek ne comprend pas l'élément humain de la gestion de construction. Il traite les sous-traitants comme des programmes logiciels, entrer les spécifications et s'attendre à une sortie parfaite. Mais les projets de construction exigent une adaptation constante, une gestion des relations et une résolution de problèmes pratiques qui ne peut pas être programmée. L'évaluation de Michel fournissait des preuves supplémentaires que les affirmations de Derek sur la modernisation des opérations de l'entreprise étaient basées sur théorie académique plutôt que sur expertise pratique. Plus important, elle confirmait que nos membres du personnel expérimenté avaient des préoccupations sérieuses sur les capacités de leadership de Derek. Cet après-midi-là, j'ai implémenté la deuxième phase de ma stratégie en appelant nos 3 plus gros clients pour programmer des réunions individuelles pour discuter des changements à venir dans la structure de leadership de l'entreprise. Je voulais évaluer leur confiance dans les capacités de Derek et documenter leurs préoccupations sur les changements opérationnels potentiels. La première réunion était avec Robert Morrison, propriétaire des hôtels Morrison et client pour notre projet de rénovation actuel de 12 millions d'euros. Morrison était un homme d'affaires prospère qui avait construit son empire hôtelier par une attention minutieuse à la gestion de projets et aux relations avec les fournisseurs. « Anthony, je dois être honnête », dit Morrison après que j'eus expliqué les changements de leadership potentiels. Derek semble être un jeune homme brillant, mais je n'ai pas vu de preuve qu'il comprend les complexités des projets de rénovation à grande échelle. Quand nous avons eu des problèmes nécessitant des décisions immédiates, j'ai appelé vous ou Marcus directement parce que les réponses de Derek semblaient théoriques. Le commentaire de Morrison était particulièrement significatif parce que le projet de rénovation hôtelière était la pierre angulaire de l'argument de Derek sur les exigences de gestion moderne. Si notre client le plus important manquait de confiance dans les capacités de Derek, cela sapait toute la justification pour les changements de leadership forcés. Quelles préoccupations spécifiques avez-vous sur l'approche de gestion de projet de Derek ? Demandai-je. Il se concentre sur les solutions technologiques, sans comprendre les contraintes pratiques. Le mois dernier, quand nous avons découvert des complications structurelles nécessitant des modifications de design, Derek voulait retarder le projet de 3 semaines pour tout recalculer numériquement. Vous avez résolu le même problème en 2 jours en amenant le bon sous-traitant et en adaptant intelligemment le calendrier. L'exemple de Morrison illustrait parfaitement la différence entre la connaissance théorique et l'expertise pratique. L'instinct de Derek était de compter sur l'analyse numérique et la conformité procédurale, tandis que l'expérience m'avait appris que les problèmes complexes nécessitent souvent des solutions créatives qui ne peuvent être programmées ou prédites. Les réunions avec nos autres clients majeurs produisirent des commentaires similaires. Respect pour l'intelligence et l'éducation de Derek, mais préoccupation sur ses capacités pratiques et manque de compétences en gestion des relations. Aucun de nos clients n'avait spécifiquement demandé l'implication de Derek dans leur projet, et plusieurs avaient spécifiquement demandé à travailler avec moi ou Marcus quand des problèmes complexes surgissaient. À la fin de la semaine, j'avais assemblé un cas complet qui démolissait les affirmations de Derek sur les capacités de gestion supérieures et la nécessité de changement de leadership forcé. L'audit financier de Patricia avait révélé de multiples exemples d'autorisation de dépenses douteuses. Évaluation de projet de Michel avait documenté les préoccupations opérationnelles de notre personnel le plus expérimenté. Le feedback client avait démontré que Derek manquait de l'expertise pratique requise pour gérer des projets de construction complexes. Mais je n'étais pas encore prêt à révéler ces informations. Derek avait menacé d'utiliser des défis de compétences liés à l'âge contre moi, ce qui signifiait qu'il était prêt à se battre salement. Ma réponse devait être assez dévastatrice pour terminer le conflit de manière permanente, tout en protégeant Marcus de la destruction personnelle qui résulterait d'une bataille familiale prolongée. Le vendredi matin, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Marcus demandait de me rencontrer pour déjeuner pour discuter des développements récents dans notre situation de partenariat. Sa voix portait un ton de résignation qui suggérait que Derek l'avait pressé de finaliser le rachat forcé malgré notre conversation au dîner. Nous nous sommes rencontrés à Giuseppe's encore une fois, le même box de coin où nous avions partagé 40 ans de célébration d'affaires et de conversations personnelles. Marcus avait l'air épuisé, plus vieux que ses 73 ans, et je pouvais voir le payal que la campagne de manipulation de Derek prenait sur sa santé et son bien-être émotionnel. « Anthony, Derek insiste pour que nous finalisions ton accord de rachat d'ici lundi, » dit Marcus, sans préambule.
Il menace d'appeler une réunion du Conseil pour voter sur des mesures de restructuration si tu continues à résister à la transition. Et que penses-tu de l'ultimatum de Derek ? Marcus fixa son verre de vin, sa voix à peine audible quand il répondit. « Je pense que je suis pris entre les ambitions de mon fils et mon respect pour notre partenariat. Derek dit que s'il ne soutient pas le rachat, il démissionnera de l'entreprise et dira à tout le monde que nous sommes trop têtus pour nous adapter aux exigences commerciales modernes. » L'ultimatum de Derek révélait la manipulation émotionnelle qu'il utilisait contre son père, menaçant d'abandonner l'entreprise familiale alors que Marcus sacrifierait son partenaire de 40 ans pour l'empêcher de l'abandonner. C'était du chantage psychologique, destiné à forcer Marcus à choisir entre sa relation avec son fils et sa loyauté à notre partenariat. Marcus, Derek te donne un faux choix. Il ne menace pas de partir parce qu'il se soucie de l'avenir de l'entreprise. Il menace de partir parce qu'il sait que tu sacrifieras notre partenariat pour l'empêcher de t'abandonner. Mais s'il a raison sur nous étant trop anciens pour cette affaire, et si nos clients ont vraiment besoin d'un leadership plus jeune avec une expertise moderne. Je me suis penché en avant, parlant avec l'intensité de quelqu'un qui se battait pour 40 ans d'amitié et d'accomplissement partagé. Marcus, j'ai passé cette semaine à parler à nos clients, à nos employés et à notre comptable sur la performance et les capacités de Derek. Voudrais-tu savoir ce que j'ai découvert ? Pendant les 30 minutes suivantes, j'ai présenté les preuves que j'avais gazées. Les préoccupations de Patricia sur les irrégularités financières, l'évaluation de Michel sur les déficiences de gestion de projet de Derek et le feedback client sur leur confiance en ses capacités. J'ai montré la documentation des dépassements de coûts, les erreurs de planification et les problèmes opérationnels que Derek avait créés tout en prétendant une expertise de gestion supérieure. Marcus écouta sans interruption, son expression passant de la résignation à la confusion, à la colère croissante alors qu'il réalisait à quel point Derek nous avait manipulés tous les deux. Les preuves révélaient non seulement l'incompétence de Derek, mais sa malhonnêteté à prétendre que l'âge était l'obstacle principal à la gestion efficace de l'entreprise. Tony, pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ces problèmes plus tôt ? Parce que j'espérais que Derek apprendrait de ses erreurs et grandirait dans le rôle qu'il voulait. Mais quand il m'a menacé avec des défis de compétences et t'a donné des ultimatums sur le choix entre lui et notre partenariat, j'ai réalisé que nous avions affaire à quelqu'un qui valorise l'ambition personnelle plus que les relations familiales ou l'intégrité commerciale. Marcus prit les documents financiers que Patricia avait préparés, étudiant les autorisations de dépenses qui violaient chaque procédure de contrôle fiscal que nous avions établie. Derek a autorisé ces paiements sans approbation du conseil ? Derek a opéré sous l'hypothèse qu'il contrôlait déjà l'entreprise. Il a pris des décisions ignorant les procédures établies, tout en argumentant que nous sommes trop vieux pour comprendre les pratiques commerciales modernes. Marcus fut silencieux pendant plusieurs minutes, traitant les implications de ce que je lui avais montré. Quand il parla finalement, sa voix portait le poids de la déception et de la trahison qui vient de découvrir que quelqu'un en qui tu avais confiance t'avait systématiquement trompé. « Tony, que veux-tu que je fasse ? Derek est encore mon fils, même s'il a fait de graves erreurs. Je veux que tu te rappelles qui nous sommes et ce que nous avons construit ensemble. Derek peut apprendre à être un employé précieux s'il est prêt à accepter la responsabilité de ses erreurs et à mériter l'avancement par la performance. Mais on ne peut pas lui permettre de voler notre entreprise basée sur des mensonges sur nos capacités. » Marcus hocha lentement la tête, ses instincts commerciaux l'emportant sur ses émotions paternelles alors qu'il reconnaissait la nécessité de protéger ce que nous avions passé 4 décennies à construire. Comment gérons-nous cette situation sans détruire ma relation avec Derek ? Nous donnons à Derek une opportunité de se prouver par une performance réelle sur de vrais projets avec des métriques claires et de la responsabilité. S'il réussit, il mérite l'avancement. S'il échoue, il apprend que la compétence compte plus que les connexions familiales ou les qualifications académiques. Cet après-midi-là, Marcus appela Derek et demanda une réunion pour discuter de la situation de partenariat. Derek arriva au bureau s'attendant à finaliser sa prise de contrôle, mais se trouva au lieu confronté à des preuves d'irrégularité financière, d'échecs opérationnels et de préoccupations clients sur ses capacités de gestion. Je n'étais pas présent pour leur conversation, mais Marcus m'appela ce soir-là pour décrire la réaction de Derek à être confronté à des preuves documentées de ses erreurs et malhonnêteté. Tony, Derek a affirmé que les irrégularités financières étaient des dépenses de modernisation nécessaires et que les problèmes opérationnels étaient causés par la résistance d'employés plus âgés qui ne comprennent pas la gestion de projets contemporaines. Il a insisté que les préoccupations clients reflétaient leur biais vers les approches traditionnelles plutôt qu'une évaluation objective de ses capacités. La réponse de Derek était entièrement prévisible. Détourner la responsabilité, blâmer les autres et maintenir ses affirmations sur la connaissance supérieure malgré les preuves contradictoires.
Qu'est-ce que tu lui as dit ? Demandai-je. Je lui ai dit que l'offre de rachat était retirée et qu'il devait prouver ses capacités par une gestion de projet réussie avant toute discussion sur une autorité accrue. Je lui ai aussi dit que s'il continuait à me menacer ou essayait de manipuler les votes du Conseil, je soutiendrais quelle que soit l'action légale tu décides de poursuivre. La décision de Marcus représentait une victoire cruciale, mais je savais que Derek n'accepterait pas ce revers gracieusement. Sa menace d'utiliser des défis de compétences contre moi suggérait qu'il était prêt à se battre sale. Et les gens désespérés deviennent souvent plus dangereux quand leurs plans initiaux échouent. Le lundi matin, Derek demanda une réunion avec moi, James Morrison et Harold Brennan pour discuter de ce qu'il appelait « résolution de disputes de partenariat par les canaux légaux appropriés ». Son ton était froidement professionnel, suggérant qu'il avait passé le week-end à développer une stratégie plus agressive. La réunion eut lieu dans la salle de conférence de Morrison, avec Derek accompagné par une avocate que je ne connaissais pas, une femme dans la quarantaine spécialisée en droit corporate et disputes de partenariat. Son apparence indiquait que Derek avait décidé d'escalader le conflit au-delà du désaccord familial, vers une confrontation légale formelle. « Anthony », commença Derek, sa voix portant la confiance de quelqu'un qui croyait détenir une position légale supérieure. Mon avocate a revu la clause de protection des fondateurs que Harold a présentée et nous croyons qu'il y a des raisons de défier sa validité actuelle basée sur les modifications d'accords subséquentes et les changements dans la structure de partenariat. L'avocate de Derek, qui se présenta comme Rebecca Steinberg, ouvrit une mallette remplie de documents légaux et de précédents corporate. Elle indiquait que Derek avait décidé d'escalader le conflit au-delà du désaccord familial, vers une confrontation légale formelle. La clause de protection des fondateurs a été écrite en 1983 pour un partenariat simple à 2 personnes. L'entreprise a désormais évolué vers une structure corporative complexe, avec de multiples membres de conseil, des responsabilités opérationnelles variées et des exigences de gouvernance sophistiquées que la clause originale n'aurait pas pu anticiper. L'argument de Steinberg était légalement sophistiqué, mais fondamentalement faillant. Elle affirmait que l'évolution corporative invalidait les protections de partenariat originales, mais le droit français ne fonctionne pas comme ça, quand des clauses spécifiques restent non adressées dans les accords subséquents. Harold écoutait leur présentation sans aucune préoccupation apparente, prenant occasionnellement des notes, mais ne montrant aucune indication que leurs arguments légaux posaient des menaces sérieuses à ma position. Quand Steinberg termina sa présentation, Harold ouvrit sa propre mallette et sortit d'autres documents que je n'avais pas vus auparavant. « Rebecca, votre argument sur l'évolution corporative est intéressant, mais il ignore plusieurs précédents légaux clés dans le droit de partenariat français. Plus important, il ignore les protections additionnelles que la position d'Anthony inclut au-delà de la clause de protection des fondateurs. » Harold distribua des copies de ce qu'il appela « documentation du devoir fiduciaire », un concept légal que je ne comprenais pas complètement, mais qui préoccupait clairement Derek et son avocate. Anthony a été un partenaire actif et contributeur dans cette affaire pendant 40 ans. Toute tentative de le forcer à partir sans juste cause constituerait une violation du devoir fiduciaire par d'autres partenaires, créant potentiellement une responsabilité personnelle pour des dommages qui pourraient excéder la valeur de sa participation de partenariat. Steinberg étudia les documents que Harold avait préparés, son expression devenant de plus en plus inquiète alors qu'elle reconnaissait les complications légales que Derek n'avait probablement pas anticipées. Cela augmenterait significativement des risques associés à la restructuration forcée de partenariat. Harold sourit avec la satisfaction de quelqu'un qui venait de jouer une autre carte gagnante. De plus, si les défis de compétences de Derek contre Anthony s'avèrent non fondés, ce qu'ils feront, étant donné l'implication active continue d'Anthony dans la gestion de projets réussis, de tels défis pourraient constituer diffamation et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, créant une responsabilité personnelle additionnelle. L'élan légal avait complètement basculé en ma faveur. Les menaces de Derek sur les défis de compétences étaient devenues des vulnérabilités légales qui pourraient le détruire personnellement s'il les poursuivait sans preuve en béton. Son avocate lui conseillait clairement de reconsidérer son approche agressive. « Derek, dis-je, lui parlant directement pour la première fois pendant la réunion, tu as un choix. Tu peux continuer à poursuivre des stratégies légales qui échoueront probablement tout en détruisant ta relation avec ton père et endommageant la réputation de l'entreprise, ou tu peux accepter l'opportunité que Marcus a offerte, prouver tes capacités par une performance réelle et mériter l'avancement comme tout le monde dans cette industrie doit le faire. » La réaction de Derek révéla exactement quel genre de personne il était vraiment. « Anthony, je n'ai rien à te prouver. J'ai l'éducation, les connaissances techniques et la vision pour moderniser cette entreprise. La seule chose qui me barre la route est ton refus têtu de reconnaître que ton temps est révolu. »
Son arrogance était à couper le souffle. Malgré être confronté à des preuves d'irrégularité financière, d'échecs opérationnels, de préoccupations clients et de vulnérabilité légale, Derek maintenait sa croyance qu'il méritait le contrôle de notre entreprise sans le mériter par la performance ou la responsabilité. Après le départ de Derek et de son avocate, Harold se tourna vers moi avec une expression de préoccupation mélangée d'admiration. « Tony, tu t'es très bien positionné légalement, mais ce jeune homme va être dangereux. Les gens qui ne peuvent pas accepter la défaite gracieusement recourent parfois à des stratégies qui vont au-delà des disputes légales. » L'avertissement de Harold s'avéra prophétique. Au cours des 2 semaines suivantes, Derek lança une campagne conçue pour endommager à la fois ma réputation et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. Il contacta Go sous-traitants, suggérant que des changements de leadership étaient imminents et que les contrats existants pourraient être modifiés. Il répandit des rumeurs parmi les contacts de l'industrie que j'expérimentais un déclin cognitif lié à l'âge. Il contacta même nos fournisseurs d'assurance, questionnant si notre leadership actuel était capable de gérer les risques associés aux projets de construction majeurs. Mais Derek avait fait une erreur stratégique cruciale. Il avait oublié que j'avais passé 40 décennies à construire des relations dans toute l'industrie de la construction. Les sous-traitants qui avaient travaillé avec moi depuis des années n'étaient pas facilement convaincus que l'âge m'avait soudainement rendu incompétent. Les fournisseurs d'assurance qui avaient profité de notre excellent dossier de sécurité n'étaient pas impressionnés par des préoccupations théoriques sur les changements de leadership. Plus important, la campagne de Derek contre moi endommageait aussi la réputation de son père et la position de l'entreprise dans la communauté des affaires. Les gens commencèrent à questionner le jugement de Marcus pour permettre à son fils de créer une controverse si destructrice, et plusieurs clients potentiels reportèrent les discussions de projet jusqu'à ce que l'instabilité de leadership soit résolue. La situation atteignit un point crise quand Patricia Chen m'informa que Derek avait tenté de la convaincre de soutenir une résolution du conseil questionnant ma compétence mentale. Anthony, Derek a programmé une réunion privée où il présentait ce qu'il appelait des preuves de problèmes de prise de décision liés à l'âge. Il voulait que je soutienne un vote du conseil exigeant que vous subissiez une évaluation psychologique. Quel genre de preuves ? Des exemples de fois où vous aviez posé des questions sur de nouvelles technologies ou demandé des clarifications sur des changements réglementaires. Derek affirmait que c'était des signes de déclin cognitif, mais pour moi, il ressemblait à des réponses normales à l'information non familière. La description de Patricia révéla à quel point Derek était devenu désespéré. Il essayait de transformer un comportement d'apprentissage en preuve d'incompétence mentale, espérant probablement que les membres du conseil accepteraient son interprétation sans analyse critique. Qu'avez-vous dit à Derek ? Je lui ai dit que poser des questions sur des sujets non familiers démontre de la curiosité intellectuelle, pas de déclin cognitif, et que je ne soutiendrai aucune action du conseil basée sur des preuves si minces. Je lui ai aussi dit que son comportement créait des préoccupations sérieuses sur son propre jugement et professionnalisme. Le refus de Patricia de soutenir le défi de compétence de Derek était un revers dévastateur pour sa stratégie, mais cela signifiait aussi qu'il deviendrait encore plus désespéré et potentiellement dangereux. Ce soir-là, Marcus appela pour m'informer que Derek lui avait donné un ultimatum, soit de soutenir le défi de compétence contre moi, ou Derek démissionnerait de l'entreprise et poursuivrait une action légale affirmant que nous avions discriminé contre lui, basée sur un biais d'industrie favorisant les travailleurs plus âgés. Tony, Derek menace de détruire tout ce que nous avons bâti, à moins que je l'aide à voler ta part de l'entreprise. Je ne sais plus comment gérer cette situation. La voix de Marcus portait l'épuisement de quelqu'un qui avait été manipulé et menacé par son propre enfant pendant des mois. L'ultimatum de Derek était destiné à forcer son père à choisir entre trahir son partenaire et perdre sa relation avec son enfant, une forme de chantage émotionnel qui révélait la profondeur du narcissisme et de l'impitoyabilité de Derek. Marcus, Derek parie que ton amour pour lui est plus fort que ton intégrité et ton respect pour notre partenariat. Il compte sur toi pour me sacrifier afin de préserver ta relation avec lui. Mais si je ne soutiens pas, je pourrais perdre mon fils pour toujours. Marcus, tu as perdu ton fils quand il a décidé de voler notre entreprise par des mensonges, de la manipulation et des menaces. La personne qui te donne ces ultimatums n'est pas le fils que tu as élevé. C'est quelqu'un qui valorise l'ambition personnelle plus que les relations familiales ou le comportement éthique. Le lendemain matin, Marcus convoqua une réunion du conseil pour adresser ce qu'il décrivit comme des préoccupations sérieuses concernant un comportement non professionnel et des violations éthiques potentielles.
Derek vint s'attendant à présenter son défi de compétences contre moi, mais se trouva au lieu confronté à une présentation complète sur ses irrégularités financières, échecs opérationnels et campagnes de manipulation. Marcus présentait des preuves que Patricia, Michel Dubois et nos clients avaient fournies, documentant l'incompétence, la malhonnêteté et le comportement destructeur de Derek envers d'autres employés et relations d'affaires. La présentation était dévastatrice parce qu'elle était entièrement basée sur des preuves objectives plutôt que sur des opinions personnelles ou des conflits familiaux. Derek a violé les politiques de l'entreprise, excédé son autorité et s'est engagé dans un comportement qui endommage notre réputation et menace nos relations clients, conclut Marcus. En tant que conseil, nous devons décider si Wellington Castellano Construction tolérera ce niveau de conduite non professionnelle de n'importe quel employé, indépendamment des connexions familiales. La réaction de Derek était prévisible. Il blâmait tout le monde d'autre pour les problèmes qu'il avait créés et affirma que les preuves contre lui étaient fabriquées par des gens qui ressentaient ses capacités supérieures et approches modernes de la gestion d'affaires. Mais ces explications ne pouvaient pas rendre compte des irrégularités financières documentées ou du feedback client sur ses déficiences de performance. James Morrison, qui avait initialement soutenu les plans de restructuration de Derek, était clairement troublé par les preuves de comportement contraire à l'éthique et d'incompétence opérationnelle. Derek, ces irrégularités financières représentent des violations sérieuses de responsabilité fiduciaire. Indépendamment de vos intentions, vous avez excédé votre autorité et créé une exposition de responsabilité pour l'entreprise. Le vote du conseil fut unanime. L'emploi de Derek chez Wellington Castellano Construction était terminé immédiatement et tous ses accès corporatifs furent révoqués en attendant l'achèvement d'un audit complet de ses autorisations financières et décisions opérationnelles. La réaction de Derek à son licenciement révéla la vraie nature de son caractère. Au lieu d'accepter la responsabilité de ses erreurs ou d'exprimer des regrets pour les dommages qu'il avait causés, il menaça de poursuivre l'entreprise pour discrimination d'âge et d'exposer ce qu'il affirmait être des pratiques d'affaires contraires à l'éthique dans lesquelles Marcus et moi nous étions engagés pendant des années. « Vous pensez avoir gagné », dit Derek, sa voix remplie de rage et de désespoir. « Mais je connais des choses sur les opérations de cette entreprise qui pourraient vous détruire tous les deux. J'ai des preuves de manipulation d'appels d'offres, de violation de sécurité et d'évasion fiscale qui remontent à des années. » Les menaces de Derek étaient du bluff creux conçu pour nous intimider à reconsidérer sa terminaison. Mais elles révélaient aussi à quel point il avait complètement mal compris la nature de nos pratiques d'affaires. Wellington Castellano Construction avait réussi pendant 40 ans précisément parce que nous maintenions les plus hauts standards éthiques et l'intégrité opérationnelle. Derek n'avait jamais compris que notre réputation était construite sur la livraison de résultats supérieurs par des pratiques d'affaires honnêtes. « Derek, dis-je calmement, si tu as des preuves de comportement contraire à l'éthique, je t'encourage à les présenter à quelles que soient les autorités que tu penses intéresser. Mais avant de faire des accusations que tu ne peux pas soutenir, rappelle-toi que les poursuites pour diffamation peuvent être très chères pour les gens qui font de fausses affirmations. » Derek quitta le bâtiment ce jour-là portant une boîte d'effets personnels et un paquet de licenciements qui était plus généreux que sa performance ne le justifiait. Marcus avait insisté pour fournir une indemnité de départ et une assurance santé étendue, malgré les menaces et le comportement non professionnel de Derek. Un geste d'amour parental que Derek ne méritait pas, mais qui démontrait le caractère de Marcus, même face à la trahison personnelle. Les conséquences du départ de Derek furent remarquablement positives pour tous ceux impliqués. Nos employés furent soulagés d'être libérés de l'atmosphère toxique que la campagne de manipulation de Derek avait créée. Nos clients furent contents d'apprendre que le leadership expérimenté continuerait à gérer leurs projets sans interférence de théories de management non prouvées. Nos sous-traitants et fournisseurs apprécièrent le retour à des relations d'affaires directes, basées sur le respect mutuel et la performance fiable. Plus important, Marcus et moi pûmes restaurer le partenariat qui avait été notre fondation pendant 40 ans. L'expérience avec Derek nous avait rappelé à tous les deux pourquoi notre collaboration avait été si successful. Nous faisions confiance au jugement de l'autre, nous communiquions honnêtement sur les défis et opportunités, et nous partagions un engagement à l'excellence qui allait au-delà de l'ambition personnelle ou des considérations financières. 6 mois plus tard, Wellington Castellano Construction performait mieux qu'elle ne l'avait fait en des années. La rénovation de l'hôtel Morrison a été achevée en avance et sous budget. Nous gagnons un paiement bonus et une commandation pour la gestion de projets exceptionnels. Nous avions signé 3 nouveaux contrats majeurs basés sur les références clients et la reconnaissance de l'industrie de nos capacités. Notre performance financière était la plus strong qu'elle avait été depuis la récession de 2008.
Derek n'a déposé jamais les poursuites qu'il avait menacées, probablement parce que son avocate lui a conseillé que ses affirmations manquaient de mérite et résulteraient probablement en contre-poursuite pour diffamation et extorsion tentée. Il trouva finalement un emploi chez un concurrent, où ses connaissances théoriques et qualifications académiques pourraient être plus valorisées que la compétence pratique que notre industrie demande. Marcus et moi ne discutâmes jamais en détail de la tentative de vol de notre entreprise par Derek après sa terminaison. Certaines trahisons sont trop édoulantes pour être analysées extensivement, surtout quand elles impliquent des relations familiales qui ont été définitivement endommagées. Mais Marcus exprima occasionnellement de la gratitude que j'avais été assez patient pour documenter l'incompétence et les violations éthiques de Derek, plutôt que simplement répondre à ses menaces avec une action légale immédiate. Tony, Derek aurait pu apprendre à être un contributeur valorisé s'il avait été prêt à commencer petit et mériter l'avancement par la performance. Mais il voulait tout qui lui soit donné immédiatement, sans responsabilité ou conséquence. L'expérience m'a enseigné plusieurs leçons importantes sur les affaires, les relations familiales et la nature du caractère. Premièrement, la compétence et l'intégrité importent plus que l'éducation ou les connexions familiales. Et quiconque ne comprend pas cette vérité fondamentale échouera finalement indépendamment de ses avantages initiaux. Deuxièmement, l'âge n'apporte pas la faiblesse, mais la sagesse, la patience et des capacités de trucking stratégique que les jeunes gens sous-estiment souvent à leur propre désavantage. Troisièmement, les adversaires les plus dangereux sont ceux qui combinent ambition personnelle et flexibilité éthique, parce qu'ils sont prêts à utiliser des stratégies que des gens de principe ne considéreraient pas. Mais plus important, j'appris qu'Elena avait eu raison sur l'importance des protections légales dans les partenariats d'affaires. Son insistance à inclure la clause de protection des fondateurs dans notre accord original de 1983 avait semblé inutile à l'époque. Mais elle m'avait finalement sauvé de perdre tout ce pourquoi j'avais travaillé pendant 40 ans. Aujourd'hui, à 72 ans, je continue à gérer des projets de construction complexes avec la même énergie et compétence qui ont construit Wellington Castellano Construction en une des entreprises les plus respectées du Rhône. Notre réputation attire le genre de clients qui valorise l'expérience, l'intégrité et les résultats prouvés par-dessus l'innovation théorique ou les qualifications académiques. Marcus et moi avons commencé une vraie planification successorale, identifiant et formant des employés qui ont démontré à la fois la compétence technique et le caractère éthique à travers des années de performance fiable. Quand nous prendrons finalement notre retraite, ce sera selon nos propres termes, transférant le contrôle à des gens qui ont mérité l'avancement par le mérite plutôt que par la manipulation. La tentative de Derek de voler notre entreprise a échoué parce qu'il sous-estima la valeur de l'expérience, surestima le pouvoir de la manipulation et oublia que le succès en affaires requiert le caractère aussi bien que l'ambition. Il apprit trop tard que l'âge apporte non pas l'obsolescence, mais des avantages stratégiques que les gens sages apprennent à utiliser contre ceux qui les sous-estiment. Comme Elena avait l'habitude de dire, « Tony, la meilleure vengeance contre les gens qui essaient de voler ce que tu as gagné est simplement de continuer à réussir à des niveaux qu'ils ne pourraient jamais atteindre eux-mêmes. » Derek voulait notre entreprise parce qu'il pensait qu'elle lui donnerait le succès et le respect qu'il ne pouvait pas gagner par ses propres efforts. Au lieu de cela, il apprit que le succès requiert des qualités qui ne peuvent être héritées, volées ou faussées. La compétence, l'intégrité et la sagesse qui vient de décennies à gagner ce que vous avez par le travail honnête et les décisions de principe. Si vous avez apprécié cette histoire de justice et de triomphe, s'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous à Vengeance Suprême et partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Rappelez-vous, l'âge apporte non pas la faiblesse, mais des avantages stratégiques que les gens sages apprennent à utiliser contre ceux qui les sous-estiment. Jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez jamais que l'expérience et l'intégrité vaincront toujours l'ambition sans caractère.